Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, une mutuelle Interial qui a décidé de tirer profit de cette crise Covid et de transformer ses organisations. On fera le point avec justement la responsable de la transformation. Et puis dans la pause café, évidemment avec Fanny Griesmer, c'est chaque mercredi, le full remote 100% télétravail, modèle rêvé, pas sûr, on fera le point avec elle dans quelques instants. Le cercle RH, notre débat et votre débat quotidien, l'illettrisme, l'analphabétisme, un sujet tabou, véritable handicap pour les salariés pour tout simplement trouver leur place en entreprise. Comment les aider? Comment sont-ils arrivés là? On fera le point avec nos invités dans quelques instants. Ce sera le débat du cercle RH. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, si le travail temporaire était la solution pour répondre aux tensions du marché du travail, on en parle avec la société Work4 et elle nous dévoilera une étude passionnante en exclusivité. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, et on va parler, devinez quoi, du télétravail et de la crise Covid qui a transformé les entreprises. On en parle avec Sophie Létang. Bonjour Sophie. Bonjour Arnaud. On est ravis de vous accueillir sur le plateau. Vous êtes directrice transformation capital humain et RSE chez Interial. D'abord, quelques mots sur cette mutuelle, puisqu'il s'agit d'une mutuelle. Alors, il y a des grandes marques, la vôtre est moins connue, mais elle assure quand même près de 500 000 salariés. Alors 500 000 agents, puisque la particularité d'Interial, ce sont des fonctionnaires. Ce sont effectivement de protéger et de proposer des solutions de santé aux personnes qui nous protègent et qui rendent service à chacun d'entre nous, avec une particularité, fonction publique d'État, fonction publique territoriale. Qui nous protège parce que vous avez le ministère de l'Intérieur. Nous sommes la première mutuelle du ministère de l'Intérieur. Donc les fonctionnaires de police qu'on connaît, mais les sapeurs-pompiers, les magistrats, les greffiers, les surveillants, les personnels pénitentiaires sont aussi potentiellement assurés par Interial. Exactement. Sophie, c'est intéressant parce que c'est un sujet évidemment que l'on suit sur ce plateau depuis presque un an, puisqu'on a vécu nous aussi cette crise Covid, on l'a partagée avec nos invités. On a le sentiment d'en sortir, encore qu'il faut rester prudent. Les entreprises, en fait, se sont transformées. C'est votre cas. Racontez-moi d'abord le processus. Comment est né tout cela? Est-ce que c'est par la force des choses? Parce que vous vous êtes retrouvé en télétravail forcé. Vous vous êtes dit, de toute façon, on n'a pas le choix, il faut qu'on se transforme. C'est parti comme ça? Alors, pas tout à fait, parce qu'en fait, Martine Carlu, directrice générale d'Interial, est arrivée en octobre 2019. Elle avait évidemment cette envie de transformation. Elle a créé cette direction de la transformation, d'où mon arrivée. Mais la crise du Covid a accéléré cette démarche de transformation, puisque, à compter du mois de mars 2020, l'ensemble des collaborateurs d'Interial, pour garantir, surtout pour ceux qui nous protègent au quotidien, cette qualité de service, s'est mis en full remote télétravail. Et donc là, ça a été une vraie transformation. L'idée ensuite, ça a été de capitaliser et de poursuivre cette transformation. Combien de collaborateurs, Sophie? On est 429. 429. Tout à fait. Pour être très concret, les mutuelles, c'est quand même un secteur qui s'adapte très bien au full remote. Il y a des secteurs industriels où on a des postes où on est devant une machine. Là, vous pouviez, j'allais dire, atomiser vos salariés chez eux. Ça a dû être un sacré boulot quand même de lancer ce processus. Les installations, les câblages, les ordinateurs, l'accompagnement. Comment on a fait? Comment vous avez fait? Alors, vous pointez le doigt sur quelque chose d'extrêmement important, c'est l'accompagnement. On n'est pas forcément prêt d'abord à vivre une crise comme celle-là, encore moins à se retrouver dans un espace chez soi à télétravailler. Donc notre première action, ça a été vraiment d'accompagner chacun de nos collaborateurs en leur proposant sous forme de coaching personnalisé la possibilité justement d'être accompagné, de pouvoir avoir un coaching sur une durée de 45 minutes. On est en septembre. Là, aujourd'hui, la ministre du Travail, il y a quelques semaines, a indiqué que les entreprises étaient libres de réguler leur télétravail. Donc, vous êtes dans la liberté totale. Vous en êtes où, là, du processus de transformation? Et puis, j'imagine que vous avez sondé les cœurs. Qu'est-ce que vous ont dit les salariés en cette rentrée? Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'à l'issue du premier confinement, on n'a pas attendu pour créer des ateliers de co-construction et pour s'adresser aux collaborateurs et pour leur dire qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette et comment on travaille demain. Sur ces bases d'ateliers, on a créé une charte du télétravail où on est parti sur un modèle assez transformant en disant voilà, on vous donne la possibilité, parce que le télétravail, ça reste un bénéfice, de télétravailler 3 jours par semaine. Et les 2 jours présentiels, un au choix du manager, un au choix du collaborateur. Donc aujourd'hui, on en est là. On a donc des collaborateurs qui sont pleinement satisfaits de cela,
Et on s'est donc engagé, avant la fin de l'année, à négocier cette fois-ci un accord qui reprendra à minima ce qui est écrit dans notre charte. Ça, c'est intéressant parce qu'Interial, à la différence d'autres entreprises, vous n'avez pas signé d'accord. Vous êtes parti par le bas, vous avez consulté et vous allez bâtir, je dirais, avec un collectif. C'est comme ça que vous fonctionnez. C'est vraiment une volonté très forte de notre direction générale, de notre président Gilles Bachelier, de créer vraiment un collectif de travail et de rendre chacun d'entre nous acteur de notre projet d'entreprise. Et il y a deux sujets, il y a le bien-être au travail et puis il y a, je dirais, la marque employeur. Commençons par le bien-être au travail parce que j'imagine que les salariés vous le rendent ça, cette manière de leur dire, écoutez, d'abord, on vous fait partager et vous participez aux transformations et en plus, on améliore votre qualité de vie. J'imagine qu'ils vous le rendent par quoi? Par la qualité de leur travail? Exactement. Ils nous le rendent par deux choses. D'abord, on a régulièrement fait des flash baromètres pendant ce temps de crise pour savoir comment allaient nos collaborateurs, comment ils se sentaient et comment ils percevaient leur niveau d'engagement. À chaque fois, on a des retours très positifs. On a même un niveau d'engagement qui était plus important après le premier confinement qu'avant donc la crise. Donc je pense effectivement que... Quantifié, ça vous l'avez quantifié? Oui, on l'a quantifié dans le cadre d'un flash baromètre. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la qualité de service est restée effectivement la même. Elle s'est même améliorée puisqu'on a quasiment divisé par 2, par exemple, notre nombre de réclamations. La qualité de service est restée identique, voire a mieux performé. Donc, c'est-à-dire que les gens de chez eux pouvaient répondre en termes de service client, de retour client, de demande des usagers, avec la même efficacité. Oui, et je dirais même certainement plus d'engagement et je crois même plus d'efficacité parce que quand vous mettez en place du télétravail, vous n'avez pas tellement d'autres choix que de manager par la confiance et l'autonomie. Justement, j'allais venir. Les managers, eux aussi, ont dû transformer quoi? Leur façon de faire? On a lancé un programme de transformation managériale pluriannuel, justement pour transformer la culture de l'entreprise et faire de cette transformation un vrai levier. Parce que lorsque vous télétravaillez, vous modifiez votre management. Vous n'êtes plus un manager contrôlant, vous êtes un manager qui rend autonome, qui responsabilise. Et ça, c'est aussi un changement de paradigme qui demande de l'accompagnement. Pour les managers, on est d'accord? Pour les managers. Pour leur dire, lâche du lest, laisse faire, donne-leur de l'autonomie, parce que c'est de ça dont il est Exactement. question. Mais la chance qu'on a eue, c'est qu'on a eu des managers qui ont été très présents, proches de leur équipe, qui ont même créé des moments de convivialité et qui ont vraiment joué le jeu de cette autonomie grâce à ces accompagnements, ces formations qu'on a mis en place aussi pour les aider là-dedans. Il y a un travail sur les soft skills, c'est-à-dire ce qu'on met en dehors de son diplôme ou de sa compétence. Ça, c'est important pour vous. Ça dit quoi de votre entreprise, cette espèce de philosophie comme ça du bien-être? C'est aussi une manière de dire à ceux qui nous regardent, venez chez Interial, on y est plutôt pas mal. Il y a un peu de ça quand même. Il y a complètement de ça. D'abord, c'est vraiment une conviction forte qui est vraiment portée par notre direction générale, par notre présidence, que la force du collectif, c'est ce qui nous permettra de réussir. Et à travers cette conviction, il y a cette certitude que ce qu'on appelle les soft skills, l'intelligence émotionnelle, l'agilité, la résilience, c'est ce qui va nous permettre justement donc de performer ensemble et individuellement. Et là, vous avez déjà des indicateurs qui indiquent que vous performez? Parce que c'est vrai que cette période de transition, on est un peu au milieu du gué. Il y a des entreprises qui se disent, mais qu'est-ce que je fais? Je repars en arrière, j'avance. Vous avez le choix d'accélérer en fait. Exactement. C'est ça l'idée. Mais à chaque fois qu'on lance des pilotes, à chaque fois qu'on avance, on fait toujours avec des KPIs, des ajustements nécessaires. Et je vous donne un exemple très concret. On a lancé un pilote pour lancer le télétravail sur toute la partie commerciale. Parce que là, c'est moins évident. Et on est en plein pilote, qu'on terminera justement pour embarquer après avec la négociation. Et ce pilote nous donne des KPIs qui nous montrent que la production commerciale est très bonne le ou les jours où nos commerciaux télétravaillent. On a également enquêté auprès d'eux en termes de satisfaction collaborateur-manager. Là aussi, retour positif. Si j'allais avec vous là, après l'émission chez Interial, il y a combien de salariés sur site? Aujourd'hui? Là, comme ça. Une photographie d'entreprise au moment où on se parle. Alors là, aujourd'hui, on doit être 50. 50. Ouais, c'est pas beaucoup. Et tout le reste? Alors, tout le reste... Alors, on a 3 sites et on a des agences. On a 47 agences. On a un site à Lille, à Toulouse et à vous avez Paris. un maillage territorial. Voilà, exactement. Donc là, les agences sont ouvertes, on est d'accord. Exactement. Là, il y a un contact client. Oui, qui est important pour nous en termes de proximité. Mais dans votre siège, si j'allais au siège d'Interial, il ne reste plus personne. Il reste moins de personnes. Donc ça veut dire que vous avez, j'imagine, réfléchi à la question de la restauration. Tout ça, ce sont des transformations de l'entreprise. Plus de restauration collective. Comment ça se repense tout ça? Tout ce à quoi on ne pense pas immédiatement d'ailleurs. La première grande transformation, elle est vraiment qu'est-ce qu'on fait du retour en présentiel. Si je copie-colle le distanciel et le présentiel, il y a peu de valeur ajoutée. Et puis surtout, si j'ai fait un temps de transport et que je me retrouve à faire
au travail, ce que je fais chez moi, ça a peu d'intérêt. Donc la première transformation qu'on a fait, c'est qu'on a créé des espaces agiles, des espaces d'intelligence collective, où on met en place des formations pour apprendre à travailler ensemble, pour rendre attractif le retour en présentiel. Et donner du sens au retour, quoi. Exactement. D'accord. Et ça, c'est vraiment la première transformation. La restauration, il n'y en a plus. La restauration, du coup, on est en train On la réinvente. On la réinvente et on va en discuter lors de l'accord télétravail parce que justement, ça a moins de sens d'avoir un restaurant Puis les d'entreprise. salariés vous disent, moi je dépense un peu plus quand je suis chez moi. Exactement, donc pourquoi le restaurant d'entreprise et pourquoi pas des tickets restaurants? Donc c'est tous ces sujets qu'il va falloir mettre sur la table. Juste pour conclure notre échange qui est passionnant parce que vous allez vite, les salariés réclament le 100%, le full remote 100%, le télétravail 100%, ou est-ce qu'ils sont dans ce qui sort finalement dans toutes les études, c'est ils veulent quand même garder leur lien avec l'entreprise. Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos collaborateurs? Alors ils nous le disent très clairement parce que je vous dis, on a fait plusieurs flash baromètres. Vraiment, les verbatims et les retours ont toujours été clairs. Ils veulent un modèle hybride. Ils ont besoin de se retrouver. Par contre, là, ils nous attendent, c'est de donner une valeur ajoutée à ces retrouvailles. Le sens quand on pousse la porte de l'entreprise. Exactement. Si c'est pour évidemment avoir son bureau, une sorte de tristesse, de monotonie, autant rester à la maison et ne pas avoir le temps de trajet. C'est ça qu'ils vous disent. Exactement. Donc c'est vraiment nos responsabilités, nous, dans nos transformations, de pouvoir répondre à cette attente. Et un tout dernier mot, parce qu'on l'a traité hier sur notre plateau, et c'est intéressant d'avoir la réalité de quelqu'un qui travaille sur les transformations, la notion inégalitaire de ce télétravail. Parce qu'il y a ceux qui sont en agence et qui, de vous à moi, aimeraient bien aussi pouvoir faire... Et à qui vous dites, bah non, vous êtes en contact client, et il faut quand même qu'on puisse continuer à avoir... Comment ça se gère, ça? Alors, vraiment, c'est très pertinent ce que vous dites. Ouais, parce que tout, et je crois qu'il faut l'assumer et le dire. Et lorsqu'on a mis en place notre charte du télétravail, on a assumé de dire que, par exemple, l'équipe des moyens généraux ne télétravaillerait pas comme les autres, parce qu'il y a des métiers qui sont télétravaillables et d'autres moins. Comment on fait, là? Donc, on essaye d'abord d'être transparent et d'avoir une communication authentique là-dessus. Et puis, on essaye de voir ce qui peut être télétravaillable. Et c'est pour ça qu'on a lancé, par exemple, ce pilote au niveau des agences. Et au niveau du Et à commercial. l'inverse, il y a des commerciaux qui n'ont pas du tout envie de télétravailler, qui aiment être sur le terrain. Donc il y a de la souplesse, il y a l'idée que ceux qui veulent continuer à aller sur le terrain y vont. Mais c'est vrai que cette question-là risque de monter même dans le dialogue social avec les syndicats. Bien sûr. En vous disant, vous avez des salariés qui n'y auront pas droit. Vous compensez, vous ne compensez pas. Et ça, c'est un vrai sujet. Exactement. Merci Sophie Détang d'être venue nous éclairer avec autant de pédagogie sur cette transformation qui traverse votre entreprise, dont vous êtes la directrice transformation, capital humain et RSE chez Interial, je le rappelle, qui est une mutuelle, près de 500 000 agents, puisque ce ne sont pas des salariés. Adhérents, bien sûr, adhérents, qui viennent soit des ministères, soit des collectivités territoriales. C'est la mutuelle Interial. Merci d'être venu sur notre plateau. À très bientôt, parce qu'on va suivre votre action. Vous viendrez peut-être tous les 6 mois, nous raconter comment les choses se passent concrètement. On fait une petite pause, vous la connaissez, c'est la pause café avec Fanny Griesmer. Et on ne va pas être dépaysés. On parle télétravail, full remote. Ça coûte peut-être plus cher qu'il n'y paraît. La pause café avec Fanny Griesmer. J'ai toujours plaisir à vous retrouver. C'est le mercredi. Un vrai plaisir. Partagé. On n'est pas dépaysés aujourd'hui avec vous, Fanny, parce qu'on reste dans le télétravail. On part aux États-Unis. On va voyager un petit peu. Mais on reste sur le full remote, c'est-à-dire ce qu'on évoquait tout à l'heure, le 100% télétravail. Et vous allez nous dire que ça peut coûter cher. Pourquoi d'ailleurs? Certains ont peut-être goûter aux joies du télétravail, savourer les plaisirs du travail à distance dans le cocon de leur foyer pendant plusieurs mois. Ils se sont dit que finalement, après le gros de la crise passée, peut-être qu'ils pourraient choisir assez librement l'option distancielle à 100%. Sauf qu'aujourd'hui, l'heure est à la déconvenue pour certains salariés américains qui travaillent dans le secteur de la tech. Ceux qui choisiraient le télétravail à temps plein pourraient bien voir leur rémunération amputés, et cela en fonction de leur lieu de résidence. Une baisse de salaire de 10 à 15%, voire plus. Travail égal, c'est la règle. Salaire égal, non? Oui, à condition de ne pas déménager. Voilà. C'est ça. Au sein du groupe américain Google, choisir de déménager pour télétravailler dans un lieu peut-être plus agréable, moins cher aussi, c'est souvent ce qui motive d'ailleurs certains salariés à prendre la clé des champs, ou pour économiser aussi, s'économiser les longs trajets qu'on a entre le bureau et son domicile. C'est pas forcément une bonne idée quand on travaille chez Google. Depuis quelques mois, certaines entreprises du monde de la tech, Facebook, Twitter, Google, elles envisagent d'offrir des salaires différents en fonction du lieu de télétravail du salarié. La firme Google, par exemple, a mis en ligne un calculateur sur lequel les salariés peuvent se connecter. Et en fait, ils voient si c'est intéressant ou non de se mettre
en 100% présentiel ou non. Parce qu'en fait, dans cet outil de calcul en ligne, calculateur en ligne, en fait, on a plusieurs critères qui sont pris en ligne de compte, comme le coût de la vie, l'immobilier ou encore les services publics disponibles autour de votre lieu d'habitation. Résultat, plus le salarié habite loin des grandes villes, là où globalement c'est cher, moins vous êtes bien payé. C'est Et ça, c'est un problème. Donc concrètement, un salarié de chez Google qui renoncerait au présentiel et qui choisirait de passer au télétravail à 100%, il faudrait déjà d'une part qu'il signe un avenant à son contrat de travail et d'autre part, il pourrait perdre jusqu'à 15% s'il décide de s'installer, par exemple, à 1 heure de train du lieu d'implantation de la firme Google. Ça interpelle quand même cette formule, parce que si on le transpose, je vais à Vierzon, je perds 1 000 €, quoi. C'est exactement ça. C'est l'outil de calcul en ligne permet, on va dire, aux salariés de faire le bon choix. Donc, pourquoi ça interpelle ? D'une part, on a les rois de la tech qui, en printemps 2020, avaient été assez clairs sur ce point. Leurs employés qui s'épanouissent en télétravail pourraient continuer à le faire après la pandémie. Alors, pourquoi les en dissuader aujourd'hui ? Elle est bien là, la question. Parce que le principe soulève effectivement de nombreuses interrogations, notamment celle de la perception du télétravail. On a l'impression que c'est une fleur que l'on vous fait, un cadeau. Donc forcément, si on vous offre ce cadeau, on vous paye moins. Et puis le salaire dépend de l'expérience aussi. C'est ça, de l'ancienneté, de vos compétences, de vos résultats. Et puis, là, ce serait en plus du coût de la vie, de la zone géographique dans laquelle vous vivez et donc de votre pouvoir d'achat. Donc globalement, les salariés ne sont pas tous logés à la même enseigne, présentiel, distanciel. Et distanciel, ça dépend où vous habitez. Alors concrètement, pour affiner un peu, c'est quoi les avantages pour les entreprises là ? De faire des économies, bien évidemment. Ouais. Oui. Oui. Et c'est d'autant plus d'économies lorsque l'on sait que beaucoup sont passés, ont réorganisé leur espace de travail. On pense au flex office, au coworking, peut-être aussi des déménagements dans des locaux un petit peu plus à l'espace beaucoup plus réduit. Donc économies sur l'immobilier, plus des économies sur le salaire des salariés qui sont passés en télétravail. Mais globalement, ce changement de paradigme ne va pas du tout dans le sens du marché du travail qu'on a pu observer ces derniers mois et surtout ces dernières années, parce que globalement, on l'a vu avec plusieurs experts sur ce plateau, notamment avec Jean Pralon, la possibilité d'offrir du télétravail à des salariés, c'est aussi l'occasion pour une entreprise d'attirer les meilleurs talents. C'est vrai. On le voyait. On le met dans le contrat. Il parlait effectivement d'entreprises new-yorkaises qui pouvaient dégoter des talents sur la côte ouest. Donc ça changeait absolument tout. Sauf qu'avec un salaire différencié, c'est-à-dire qu'on va vous dire oui, vous pouvez venir travailler depuis chez vous, donc vous restez en 100% télétravail, mais vous serez payé moins. On n'est pas sûr que ça se bouscule au portillon pour venir travailler chez vous. Globalement, pour la marque employeur, c'est pas forcément le meilleur choix. Alors c'est quand on a vu les infos sur Google que vous citiez des GAFA, on se dit mais alors, et en France, Fanny ? Bon, on n'a pas ça le vous même... fait peur, Arnaud ? Ça ne fait pas peur, mais on n'a pas le même... Vous êtes en présentiel. Voilà, je suis présent, moi, je suis là à l'antenne, je suis pas à distance. Mais enfin, le code du travail n'est pas le même en France. Non, le code du travail n'est pas du tout le même. Globalement, on ne peut pas penser que ce soit totalement transposable dans l'Hexagone. Le télétravail est devenu un droit pour les salariés, et cela depuis les ordonnances Macron de 2017. Globalement, en France, il y a un principe, c'est celui de l'égalité de traitement. Au sein d'une même entreprise, les salariés qui sont placés dans la même situation, à expérience égale, à compétences égales, doivent percevoir la même rémunération. Même des éléments comme le lieu de résidence ne doivent pas rentrer en ligne de compte, d'autant que, contrairement aux États-Unis, le lieu de résidence peut être considéré comme un critère discriminatoire au moment de l'embauche. Donc diminuer le salaire d'un employé en télétravail en fonction de son lieu de résidence serait donc difficilement justifiable, juridiquement du moins. Alors bien sûr, on peut négocier des accords. Globalement, il y en a eu. Déjà, il faudrait que les partenaires sociaux soient d'accord, d'une part, et puis d'autre part, il faut respecter aussi les conventions et les accords de branche qui sont valables dans le secteur, et donc les minima qui sont associés. Mais ce que je tiens aussi quand même à rappeler, c'est qu'il y avait cette étude Citrix très importante et qui est riche d'enseignements
renseignement, c'est que vous m'avez perdu dans mes feuilles parce que Non, vous faites faire des... Je peux vous relancer, c'est très simple. En France, le télétravail a séduit, on peut le dire. Oui, alors, totalement séduit. Voilà, la question, c'est de savoir jusqu'où on va, quoi. Jusqu'où on va. Donc cette étude Citrix dont je parlais, qui a été menée fin année 2020, effectivement, le télétravail séduit à tel point que 73% des salariés, en tout cas des salariés interrogés par Citrix, considèrent que ils pourraient tout aussi bien exercer leur métier depuis n'importe quel endroit. 52% même seraient prêts à accepter une baisse de salaire en échange d'un poste entièrement réalisable. Vous voyez qu'on y vient. À distance. Donc un salarié sur 2 en moyenne, prêt à revoir à la baisse leur salaire pour pouvoir peut-être, je ne sais pas, s'installer à Biarritz, à Cherbourg ou à Olivet. Et puis certains n'ont pas attendu d'ailleurs de savoir s'il y aurait des accords signés au sein de leur entreprise. Ils ont pris la clé des champs. 30% des DRH, nous disait la NDRH en juin dernier, 30% des DRH avaient découvert que leurs salariés avaient déménagé, des DRH souvent mis devant le fait accompli, ce qui est compliqué pour une organisation du travail, surtout sur un mode hybride où on imagine peut-être 2-3 jours à distance et 2 ou 3 jours en présentiel. Ça se calcule, ça peut se faire, de jouer 2 jours avec le train et 3 jours à l'endroit. Et avec l'hôtel ou avec un pied-à-terre. En tout cas, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est quand même aujourd'hui, tel que le droit français le dit, c'est pas transposable. On est d'accord, il faut le dire simplement. Non. Non. Tel au moment où on se parle, ce n'est pas transposable. Pour l'instant, non. On n'est pas à l'abri d'un changement. On n'est pas à l'abri, mais le Code du travail n'autorise pas. Non, mais il y a l'égalité de traitement. Et effectivement, dans les ordonnances Macron de 2017, un salarié en télétravail a les mêmes droits que le salarié en présentiel. Donc on ne voit pas pourquoi il y aurait une différence de salaire. Et puis, cette crise a changé énormément de choses dans notre organisation du travail. Et aujourd'hui, il y a peut-être un aspect beaucoup plus stratégique et d'autres priorités aujourd'hui que celle de faire des économies. C'est le bien-être des salariés, un maintien de la productivité et puis aussi la rétention des talents, quand on sait que c'est la pénurie dans certains secteurs d'activité. Il faudra voir ensuite dans l'intimité des cabinets de recrutement s'il n'y a pas ce deal. Si vous acceptez de rester prêt, c'est tant, mais par contre, si vous partez très loin... Moi, je trouve que la question peut se poser au moment de l'embauche. On va pas vous évidemment. Dire, vous êtes resté 10 ans en présentiel dans une entreprise, vous déménagez... là, 10 à 15% de moins, voire plus, je n'y crois pas vraiment. Non, pas pendant le contrat, mais à l'embauche. Je suis assez d'accord. Je suis sûr qu'on en fera un débat d'ailleurs dans l'émission, dans le cercle RH, parce que c'est un sujet intéressant. Est-ce que c'est un cadeau le télétravail ? Et est-ce que c'est un cadeau ou est-ce que c'est quelque chose qui donne plus, comme on l'a vu il y a quelques instants avec notre invité, une dynamique et de la performance ? C'est peut-être le sujet qui va comme ça égrener Smart Job dans le trimestre qui arrive. Merci Fanny. Merci à vous. On se retrouve mercredi prochain. Avec grand plaisir. Pour une nouvelle pause café. On fait une pause, évidemment, mais pas café. Enfin, si vous le souhaitez, elle peut être café, évidemment. On va s'intéresser à l'illettrisme, qui est un tabou dans l'entreprise, évidemment. Il y a eu la semaine nationale, ou une journée nationale de lutte contre l'illettrisme. Ce sont des entreprises qui sont associées, notamment en tête avec l'entreprise L'Oréal, pour accompagner ces salariés, ces femmes, ces hommes. Ils sont à 51% dans l'entreprise. Une bonne partie est au chômage. Comment faire pour les aider ? Et surtout, comment en sont-ils arrivés là? C'est une question importante et on va en parler avec mes invités. Le cercle RH, notre débat aujourd'hui, un débat 100% visio, car le Covid continue à rôder encore. Et bien certains de nos invités ont été obligés de rester chez eux. Mais grâce à la magie de l'informatique et du numérique, nous allons pouvoir tenir ce débat important, tabou. L'illettrisme, on va en parler sans détour avec nos invités. Il toucherait 2,5 millions de Français. Je dis il toucherait parce que le chiffre est évidemment incertain. Et 51% d'entre eux occupent un emploi. Comment ces salariés en sont arrivés là? Comment font-ils tout simplement pour réussir à travailler malgré ce handicap qui est un handicap caché?
handicap que l'on cache. On fait le point évidemment avec mes invités. Ils seront avec moi en visio. Samira Djouadi sera avec nous, présidente de l'association Stop Illettrisme, qui tenait une semaine d'action justement pour lutter contre l'illettrisme. Regroupement d'entreprises, d'associations, on fera le point avec elle. Elle est également déléguée générale de la Fondation TF1. Christophe Portefin, directeur d'Accent Tonique, qui est un organisme de formation qui notamment, mais pas seulement, accompagne ces personnes touchées par l'illettrisme. Et puis nous sommes avec Stéphanie Delamarre, responsable RSE, groupe SAMSIC, et qui est d'ailleurs votre entreprise, Stéphanie, membre de ce réseau Stop Illettrisme. SAMSIC, c'est un groupe international qui intervient très concrètement chaque jour dans les lieux, dans les entreprises, pour garantir la qualité de vie au travail, le confort, le bien-être et la sérénité. Stéphanie Delamarre, d'abord bonjour, c'est un plaisir de vous avoir. Je sais que vous avez derrière une réunion importante. Merci de nous accorder quelques minutes. Ça représente quoi pour vous le fait que votre entreprise, dans laquelle en tout cas vous travaillez comme responsable RSE, soit intégrée à ce réseau Stop Illettrisme? Qu'est-ce que ça dit? C'est d'abord bonjour, et merci de m'accueillir sur votre plateau pour témoigner. Mais c'est un acte fort que de participer donc, au conseil d'administration de l'association Stop Illettrisme. C'est aussi un engagement qui va permettre à certains de nos collaborateurs d'être pleinement intégrés dans leur vie professionnelle et également dans leur vie personnelle grâce aux actions que l'on va mener ensemble. Oui, j'ai vu qu'il y avait de très belles choses, tant pour ceux qui étaient accompagnés, ces femmes et ces hommes qui ont des difficultés, ils ne sont pas tous illettrés intégralement, ils arrivent à déchiffrer, mais c'est compliqué. Puis de très belles histoires avec des collaborateurs qui tout d'un coup, à travers cette initiative, donnaient une autre dimension, presque du sens à leur vie. Exactement. Enfin, quand vous passez parfois, alors il faut pas non plus, faut se garder d'avoir des clichés. Ce ne sont pas des personnes uniquement qui sont issues d'autres pays qui sont arrivés de l'immigration. Ce sont tout simplement parfois aussi des Français de génération en génération dans les campagnes qui peuvent avoir des difficultés de lecture. Et de compréhension. Donc, il faut aussi apprendre à réapprendre. Donc, c'est un public assez large qui, bien évidemment, ne se désigne pas de manière naturelle comme étant touché par le sujet de l'illettrisme et de l'analphabétisme. Si vous aviez été en plateau avec nous, parce qu'aujourd'hui c'est une émission un peu spéciale, je crois que c'est la première que l'on fait en 100% visio dans notre débat, mais qu'importe, je poserai la question aux deux autres invités. Vous vous êtes forcément posé cette question en vous disant, indépendamment de ceux qui ont été des migrants, qui viennent de pays lointains et qui, on l'imagine, ne maîtrisent pas notre langue. Tout ça est très logique. Mais pour ces Français de souche, vous vous êtes dit, mais comment se fait-il qu'ils en soient arrivés là? Vous vous êtes posé cette question? Oui, bien sûr qu'on s'est posé cette question. Et ce sont des personnes qui ont dû combattre intérieurement de manière cachée, finalement, toutes les difficultés de la société actuelle. On parle de l'illettrisme, de l'analphabétisme, on parle de l'électronisme aussi. Donc, ce sont des Russes qui sont déployés au quotidien, ce sont des personnes particulièrement volontaires, la plupart d'entre elles très impliquées dans leur travail et bien évidemment qui souhaitent le conserver. Donc, elles aspirent toujours à faire mieux, mais elles sont obligées effectivement d'aller chercher des subterfuges pour éviter de présenter ce handicap, en tout cas pour essayer de le cacher. Ouais. J'ai vu qu'une mère de famille qui était salariée touchée par l'illettrisme, qui n'avait pas accès à la lecture, disait « En plus, je vais enfin pouvoir mettre des mots dans le carnet de correspondance de ma fille », ce qu'elle ne pouvait pas faire. Enfin, au-delà de l'action qui est je dirais, très corporate d'entreprise, vous rendez aussi la dignité à ceux qui ne l'avaient pas depuis leur plus tendre enfance. Oui, c'est une forme de dignité. Après, nous, on est très heureux, de pouvoir les accompagner. C'est ça aussi notre rôle. Enfin, je veux dire, SAMSIC, c'est une entreprise, qui est implantée dans plus de 25 pays en Europe et au-delà. On est une entreprise qui est vraiment leader des services intégrés. Notre capital, c'est notre capital humain avec 93 000 collaborateurs. Donc, forcément,
ces femmes et ces hommes, notre objectif, c'est d'en prendre soin parce que s'ils sont bien dans leur vie professionnelle, s'ils sont bien dans leur vie personnelle et professionnelle, forcément, ils sont plus aptes aussi à rendre un service tel que nos clients l'attendent. Et ça, pour nous, c'est important de les accompagner dans une plus grande intégration et une plus grande aisance aussi dans leur vie quotidienne. On va en parler avec Samira Djouadi, mais les chiffres sont assez impressionnants. Ce sont des milliers de personnes qui sont passées à travers cet accompagnement. Juste d'un mot, vous appartenez à ce conseil d'administration. Ils ne repartent pas en classe parce qu'il y a aussi, pour certains d'entre eux, dits illettrés, le côté refus de l'école, n'ont pas envie de se réasseoir sur un banc d'école. Ça ne marche pas comme ça, on est bien d'accord? Non, pas du tout. Ça ne marche pas comme ça parce que déjà on s'adresse à un public qui peut avoir 30, 40 ou 50 ans ou plus. Et que nous, le souhait, c'est qu'ils puissent réutiliser de suite leurs acquisitions, leurs savoirs généraux. Donc ces savoirs, finalement, on construit justement précisément, notamment avec les organismes comme Accentonic, des parcours de formation qui sont vraiment appliqués et qui peuvent du coup leur permettre de réexploiter leur nouveau savoir directement sur leur lieu de travail et permettre d'avancer, d'aller un petit peu plus loin aussi dans l'apprentissage. Ça les conforte, ça leur donne confiance finalement. Et ça leur permet aussi de pouvoir progresser au sein de l'entreprise dans laquelle elles sont, de pouvoir aussi prétendre à pouvoir monter, parce que ce sont des personnes qui finalement s'auto-censurent et ne peuvent pas évoluer. Alors, c'est compliqué d'évoluer effectivement lorsque on rencontre des difficultés de lecture ou d'écriture. Mais malgré tout, je rappelle que beaucoup d'entre elles exercent très très bien leur métier et déploient des subterfuges inimaginables pour contourner le sujet. Maintenant, Lesquels oui. Lesquels, par exemple? C'est quoi ces subterfuges? Comment on fait? Quand on n'arrive pas à lire une consigne, une instruction de travail, on peut tout simplement dire qu'on a oublié ses lunettes et demander à son collègue de lire précisément ce qui est écrit. Ça fait partie des mécanismes classiques. Quand un chef d'équipe va voir une collaboratrice ou un collaborateur sur le terrain qui lui dit tu sais, je vous ai demandé de faire ça, est-ce que vous avez bien compris? La personne va de manière automatique répondre oui. Simplement, quand le chef d'équipe revient et que la mission n'a pas été faite, c'est parfois là qu'on s'aperçoit que la personne finalement a eu un problème de compréhension. Donc, c'est pas quelque chose qui, d'un point de vue managérial, et forcément d'un point de vue managérial et d'un point de vue personnel pour la personne qui est concernée, c'est pas un élément qu'on a forcément envie d'exposer librement et facilement. Merci Stéphanie Delamarche. Je vous laisse filer vers votre plénière, parce que c'est une réunion importante au sein de votre entreprise, que je rappelle, Samsic, qui est un groupe mondial, très engagé dans cette lutte contre l'illettrisme, à travers ce réseau Stop Illettrisme. Et vous êtes, Stéphanie, la responsable RSE. Je vais donner la parole dans quelques instants à Samira Djouadi, puisqu'elle préside Stop Illettrisme, vous la connaissez bien, elle est à la tête de la fondation TF1. Et on accueille Samira Djouadi pour prolonger ce que vient de nous expliquer Stéphanie Delamarche. Bonjour Samira, merci d'être avec nous. Je précise que vous auriez dû être avec nous en plateau, il faut le dire, et puis le Covid est encore là. On nous dit qu'il faut poser les masques, mais restons prudents car vous êtes cas Covid, me semble-t-il, ce qui justifie votre anorak et votre présence à votre domicile. Présidente de l'association Stop Illettrisme, je rappelle que vous êtes la déléguée générale de la fondation TF1. Je précise pour ceux qui nous regardent que cette association Stop Illettrisme a été initiée par L'Oréal et puis c'est une présidence tournante et vous en avez aujourd'hui la présidence. Ça dit quoi de notre société, Samira? Puisque j'ai posé la question à Stéphanie. Il y a les analphabètes, ceux qui doivent réapprendre toutes les bases, les illettrés, et puis ceux qui sont en blocage électronique. Qu'est-ce que ça dit de notre société, de notre modèle éducatif, sans vouloir le démonter pièce à pièce, mais ce sont quand même des gens qui ont traversé une scolarité et qui finalement, à 40, 50 ans, n'ont pas les bases? Effectivement, oui, d'abord, ça en dit long sur notre société, sur
sur comment accompagner des personnes qui malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais qu'on ne peut pas mettre dans un moule qui soit commun à tous. C'est là où il va falloir s'adapter aussi aux personnes qui apprennent peut-être différemment ou autrement, ou parce que ils ont eu un parcours de vie peut-être qui les a aussi empêchés peut-être de suivre aussi une scolarité. Et après, effectivement, on se retrouve dans la vie adulte ou dans la vie adulte, on pardonne pas quoi, on pardonne pas parce que l'évolution professionnelle, elle demande un minima quoi, elle demande à ce que la personne puisse s'exprimer, puisse écrire, et puis ne serait-ce que pour juste évoluer professionnellement quoi. Hein. Sans l'apprentissage d'une langue française, en tout cas dans notre pays, c'est compliqué quoi. Sauf si on est son propre chef, et même quand bien même on est son propre chef, à un moment donné, on sera confronté à des limites qui nous pousseront à apprendre le français parce qu'on ne peut pas évoluer sans ça. Quoi. Mais Samira, juste qu'on distingue bien les concepts, il y a la notion de s'exprimer en français qui était un débat d'ailleurs lancé dans l'accueil des migrants, puisqu'il avait été expliqué il y a quelques années qu'il fallait qu'ils maîtrisent les bases de français. Ça, c'est le langage oral. Mais pour ce qui est de l'analphabétisme ou de l'illettrisme, tout document d'assurance, tout document téléphonique, tout document administratif, indépendamment de sa vie professionnelle, passe par l'écrit. Enfin, j'imagine que la vie de ces personnes est un enfer. Alors, elle est un enfer, et en même temps, s'ils ont réussi à exister dans la société, c'est parce qu'ils ont réussi à trouver des astuces qui leur permettent d'exister. Hein. Moi, je peux en parler. Hein. Moi, j'ai eu des parents illettrés. Alors, sur le moment, quand on est petit et jeune, on ne se rend pas compte de la problématique. Mais combien de fois, moi, je me suis vue accompagner mes parents pour traduire ce que la personne à la sécurité sociale va lui expliquer, ou aller ne serait-ce que chez le médecin, ou chez l'instit. Alors, en plus, on a un double rôle. On est et l'enfant sur qui on va parler, et en même temps le traducteur pour le parent. Donc, tout est compliqué, et heureusement qu'il y a cet environnement qui fait que ces personnes-là vont pouvoir continuer à évoluer. Mais effectivement, tout est à l'écrit, et encore plus maintenant dans cette génération aujourd'hui, où tout commence à être numérisé, quoi. Déjà qu'à l'écrit, c'est compliqué, alors tout le numérique, ça devient, je dirais, une étape compliquée encore un peu plus. Quoi. C'est l'étape que vous traitez d'ailleurs, que vous avez traitée et qu'on va continuer à traiter évidemment au-delà de cette semaine de lutte contre l'illettrisme. C'était du 6 au 12 septembre, l'électronisme. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir des difficultés de déchiffrement du langage écrit, il y a aussi une angoisse existentielle devant l'informatique qui vient s'additionner. Enfin, c'est quand même, excusez-moi de vous le dire comme ça, Samira, mais est-ce que vous y voyez comme un handicap finalement, une forme de handicap caché ? Mais moi je l'utilise le mot. Je dis que c'est un handicap invisible, un handicap qui empêche ces personnes-là d'évoluer, d'avancer dans notre société, parce que tout est fait pour que les personnes qui ne savent pas lire ou écrire, ça devient très compliqué pour eux, quoi. On le voit bien sur notre compte de formation. Maintenant, il faut passer par une application. Donc, on a oublié cette population qui n'ira jamais sur leur compte de formation. Donc voilà. Samira, il y a Christophe Portevin, je ne sais pas s'il est connecté avec nous et si on peut le connecter en même temps, j'en suis pas sûr, parce que c'est une émission 100% visio, donc évidemment on fait un peu de jonglage. Il y a quand même des secteurs d'activité, c'est à lui que je lui poserai la question, mais je vous la pose aussi. Il y a quand même, on le voit, des secteurs d'activité où on concentre plus des salariés touchés par l'illettrisme, le BTP, les métiers à la personne. C'est vrai, c'est plutôt ces secteurs-là qui sont où les personnes illettrées peuvent trouver une place. C'est ça, oui, parce que ce sont des métiers où l'apprentissage de l'écrit et de l'oral n'est pas exigé. Il n'y a pas besoin de savoir écrire au départ pour faire le ménage, par exemple. Par contre, la personne, elle va se retrouver en difficulté quand elle va vouloir évoluer, devenir chef d'équipe, parce que là, c'est un minimum légal qu'on leur demande. Pareil pour les problématiques de dosage, etc., pour expliquer. Alors bon, il y a une solidarité extraordinaire aussi dans ces métiers-là, où il y a beaucoup d'entraide entre eux. C'est ce qui fait que souvent, ce sujet n'est jamais abordé,
parce que c'est presque un sujet tabou à la fois, parce que C'est gênant. ces personnes-là ont peur d'être dénoncées auprès de leur employeur. Et en même temps, il y a une solidarité qui fait que quand quelqu'un est en difficulté, on va l'aider pour que justement personne ne le sache. Mais en même temps, on ne peut pas continuer à fermer les yeux et à se dire, ben, on laisse faire, on le sait mais on dit rien. Donc c'est plutôt comment on agit, quoi. Mais Comment on fait que Ah. ces personnes-là qui souvent sont en France depuis des années, hein, voire des décennies. Hein. Des décennies. Juste d'un mot, il y a l'association avec des bénévoles qui s'engagent par ce réseau d'entreprises. Est-ce que vous avez envie de dire aussi à ceux qui sont extrêmement, j'allais dire, honteux, gênés, enfermés dans leur illettrisme, libérez-vous, venez nous parler, dites-le, on va vous aider. Exactement, bah, c'est exactement le message que nous portons quand on lance ce programme de stop illettrisme au sein des entreprises. C'est d'abord, et c'est ce qui fait la réussite de ce programme, c'est de se dire, voilà, il faut surtout pas qu'on les pointe du doigt, parce que sinon, bah, là, on va créer un blocage. C'est comment on va justement les solliciter pour qu'ils puissent participer à ce programme-là, en ayant pour objectif de se dire, on ne va pas me montrer du doigt, mais par contre, on me donne l'opportunité de réussir professionnellement. C'est ça. Et donc, et c'est tout la sensibilisation qu'on va effectuer avec leur propre employeur, etc., pour que ces personnes-là, qui, pour la plupart, n'ont jamais été à l'école. Jamais. Pour eux, c'est le grand vide, quoi. Hein. Se dire que je vais me concentrer 2 fois 3 heures par semaine pour aller à l'école pendant 1 an pour obtenir un diplôme, Ouais. mais là, franchement, c'est ce qu'on leur demande. On n'a pas conscience, hein. C'est énormissime. Ouais, c'est mais l'Himalaya. quel résultat, Ouais. quel résultat. Et c'est certifiant, il faut préciser que la formation est certifiante, on va en parler. Et quand vous irez mieux, quand le Covid sera passé au-dessus de votre tête, Samira Djouadi, est-ce que vous nous ferez le plaisir de venir en plateau, peut-être nous raconter aussi vos combats à la Fondation TF1 et puis aussi ce travail sur l'illettrisme? Eh bien, Vraiment avec grand plaisir. le rendez-vous est pris, Samira. Merci d'être venue nous rendre visite. C'était un vrai plaisir de vous accueillir en visio dans cette première étape. Et nous accueillons Christophe Portefin, je l'évoquais avec Samira. On a les 3 étapes, je dirais, de ce travail collectif. À la fois l'association Stop Illettrisme présidée par Samira, on a des entreprises engagées dans ce réseau, on l'a évoqué tout à l'heure avec une entreprise, et puis il y a les organismes de formation. Et vous en êtes un, Christophe Portefin, directeur d'Accent Tonique. En quelques mots, votre action, elle n'est pas concentrée exclusivement sur ces personnes touchées par l'illettrisme, mais vous les accompagnez. Racontez-nous ce parcours et comment ça se passe, parce qu'on évoquait avec Samira quand même l'idée que c'était un peu l'Himalaya pour certaines personnes, de reprendre entre guillemets le chemin de l'école. Oui, tout à fait. Donc l'Himalaya, pourquoi pas? C'est vrai que souvent les personnes qui se retrouvent en situation d'illettrisme sont des personnes qui ont eu de vraies difficultés à l'école, sont des personnes qui parfois ont été mal accompagnées dans leur vie personnelle et scolaire par rapport au savoir de base. Et effectivement, l'objectif, c'est de réussir à les accompagner, de les comprendre aussi, comprendre leurs difficultés pour les aider à monter en compétences. Concrètement, ça se passe comment? C'est un diplôme, c'est certifiant? Vous avez des échecs? Vous avez des personnes qui, face à la difficulté, ou vous avez des personnes extrêmement déterminées à franchir ce mur? Alors, oui, c'est certifiant, ne serait-ce que passer une certification, parfois pour certaines personnes, c'est la première certification au diplôme de leur vie, donc c'est très important, c'est valorisant, hein, tout simplement, et puis c'est aussi une preuve comme quoi elles ont réussi à passer des étapes et à monter certaines marches, notamment dans le français écrit. Voilà. Alors, oui, il y a des échecs, hein, faut pas se leurrer, tout le monde ne réussit pas à 100%, mais bon, par exemple, le taux, nous on a un taux qui est exactement conforme au taux national, par exemple, dans le secteur de la propreté, qui est de 66% de réussite à l'intégralité des certifications, donc c'est plutôt positif. Les personnes que vous accueillez, j'ai vu qu'il y avait plus d'hommes que de femmes. 51% sont des personnes qui sont salariées. On a un chiffre global, je pense qu'il n'est pas juste. On aurait 2,5 millions de personnes touchées par cette question de l'illettrisme. Ce sont des profils de quel type? Des personnes qui travaillent dans quel secteur d'activité principalement? Alors, ce qu'on repère aujourd'hui, c'est que souvent, c'est les secteurs d'activité dans lesquels on peut embaucher des personnes de bas niveau de qualification, donc parfois sans diplôme, hein, ce qui est la réalité. Donc, notamment la propreté, le BTP,
l'agroalimentaire, principalement. Voilà, il y a aussi dans le travail temporaire. Qu'est-ce qu'elles vous disent, ces personnes? Parce qu'il y a les tuteurs des entreprises privées qui sont là aussi pour apporter leur contribution. Puis j'imagine que vous avez des formateurs, j'allais dire des vrais formateurs agréés qui les accompagnent pour les faire avancer. Comment marche ce travail entre le tuteur, l'élève, le participant et les formateurs? Alors écoutez, oui, notre équipe, tous les formateurs sont diplômés et spécialisés dans la formation pour adultes. Ça, c'est vraiment très important. Donc nous, en fait, en tant qu'organisme de formation, on doit on doit suivre des référentiels de formation puisqu'ils sont très précis, donc dans lesquels on a tout un travail à faire en amont en analysant les besoins des salariés que nous avons formés principalement et la demande de nos partenaires entreprises. Et après, donc nous, on va s'occuper de tout ce qui est réglementaire, de tout ce qui est, par exemple, savoir professionnel, enfin le français autour des savoirs professionnels, parce que nous ne sommes pas des formateurs techniques. Et après, dans le cadre du tutorat, on va donner des pistes aux tuteurs pour qu'ils puissent continuer à accompagner les personnes que nous avons reçues en formation, pour approfondir certains points, pour revoir des points que nous avons travaillé ensemble, mais aussi en leur disant mais faites ce que vous voulez, parce que nous on s'occupe du professionnel, on s'occupe du socio-professionnel, et vous pouvez faire autre chose que le professionnel, parler de la vie de tous les jours, parler de comment aller chez le médecin, des choses que nous on ne fera pas en formation directement. Ouais, c'est un plus soft skill, plus ce qui est environnement autour du travail, et puis vous êtes vraiment dans le dur, dans la hard formation, le hard skill. Ça leur apporte quoi à ces personnes, au-delà de la fierté qu'ils ont à avoir parfois leur premier diplôme? J'imagine qu'ensuite ça leur ouvre des portes, elles se mettent à rêver enfin. Alors oui, ça peut leur ouvrir des portes. Alors c'est vrai que les formations sur les savoirs de base, parfois on a du mal à les mettre en place puisque c'est pas compris et perçu comme des formations indispensables alors qu'elles le sont. Donc une fois que nos partenaires ont compris que en développant ce type-là de formation, les personnes vont être plus à l'aise, plus en confiance, plus autonomes, vont oser aller voir leur entreprise pour dire peut-être que je pourrais changer de poste, peut-être que maintenant je peux faire ça et je peux te le prouver. Donc ce qui est très important. Donc effectivement, on a des personnes qui montent en compétences. Alors est-ce qu'elles vont changer de poste? Pas toujours, mais elles peuvent monter en compétences, changer de service, devenir chef d'équipe. Nous, on a beaucoup de demandes d'entreprises qui nous disent mais moi cette personne-là, c'est une super professionnelle, au niveau technique tout va bien, et il faudrait aller au niveau des savoirs de base pour qu'elle devienne chef d'équipe, par exemple. Merci Christophe Portefin. Je précise que ces formations sont prises en charge, elles sont gratuites pour les personnes qui y participent, nous sommes d'accord? Complètement. Complètement prise en charge grâce à ce réseau d'ailleurs d'entreprises qui sont des moteurs. Je pense notamment à Samira Djouadi, mais aussi à L'Oréal et d'autres entreprises qui ont contribué au financement de ces dispositifs. Merci Christophe Portefin, directeur d'Accent Tonique. J'espère qu'on aura le plaisir de refaire une émission cette fois-ci en présentiel. Je crois que vous nous parliez de province. On essaiera de s'organiser pour que tout le monde puisse venir ici sur le plateau de Bismart pour parler de ce sujet qui est un sujet central. Merci à vous trois, merci à nos trois invités qui étaient en visio. Tout de suite, c'est Fenêtre sur l'emploi, évidemment. Et on parle du travail temporaire. Tiens. Fenêtre sur l'emploi, on s'intéresse au travail temporaire. Et si le travail temporaire pouvait être une solution d'ailleurs aux tensions sur le marché, on va en parler avec Benjamin Cauchois. Bonjour Benjamin. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes Head of Business chez Workfor. Peut-être d'abord parce que Workfor a été créé par des associés qui étaient à San Francisco. Tout à fait. D'où les anglicismes sur les titres. Exactement. Là n'est pas le sujet du jour. Précisons quand même que Workfor n'est pas une agence de travail temporaire. Vous accompagnez les entreprises de travail temporaire. À quoi d'ailleurs? Eh bien, ce sont nos clients, pour tout vous dire, et nous les accompagnons principalement sur le sourcing de leurs candidats. Les agences de travail temporaire vont avoir énormément de postes ouverts et pour y répondre, elles vont avoir besoin de beaucoup de candidats. Et c'est ici que nous intervenons. Alors, votre étude est très intéressante. Elle est sortie il y a quelques semaines, en fin août. Intérim, la recherche d'emploi depuis la fin du confinement. Il y a quand même des choses qui ont évolué. Commençons par la fin. D'abord, c'est la manière dont ils vont aller chercher leurs emplois, ces salariés. Avant, c'était des réseaux classiques. Là, on découvre dans votre étude que principalement, ce sont les réseaux sociaux. Tout à fait. Ça, c'est très intéressant. Tout à fait. C'est un constat qu'on fait avec nombre de nos clients, puisque finalement, on bascule d'un monde où le job board, Pôle emploi étaient les principaux leviers d'acquisition de candidats. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux se posent comme une alternative assez crédible. Et les candidats eux-mêmes
aujourd'hui vont vraiment avoir cette démarche d'utiliser les outils du quotidien pour aller trouver leur emploi. Et les réseaux sociaux, on y passe énormément de temps. J'ai vu Donc, que TikTok arrive aussi doucement, mais sûrement. Doucement, mais sûrement. Hein, C'est il n'est tout pas dans les nouveau. 4 premiers, mais il est là. Non, il est là. Il fait son apparition. On commence vraiment à beaucoup plus l'utiliser, puisqu'on a une génération qui est beaucoup plus jeune sur TikTok, et c'est la génération de demain, donc on les sensibilise sur les questions d'emploi via TikTok. Votre étude doit éveiller, j'imagine, vos clients, parce qu'il y a le degré d'importance des critères accordés par les candidats avant la crise sanitaire. C'est la distance, le salaire. Là, on voit qu'avec le Covid, ça a été un peu chamboulé aussi, tout ça. On a une migration, effectivement, des critères de sélection. On voit que la durée et le salaire concernant les missions prend une place plus importante. Peut-être le besoin de se projeter, de se rassurer aussi pour les candidats. La sécurité, quand même. La sécurité. La distance joue encore un rôle parce que dans le travail temporaire, c'était parfois des personnes qui physiquement devaient être en poste. Ce n'était pas uniquement des télétravailleurs. Il y a une incidence de ce Covid, de ce rapport au travail? La distance reste toujours un critère majeur. C'est un critère essentiel. Nous sommes sur des métiers où vous allez travailler de nuit, vous êtes dépendant des transports en commun. Donc effectivement, la distance joue vraiment un rôle très très important dans la sélection d'une offre d'emploi. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce marché du travail temporaire? Parce qu'on nous parle d'une reprise économique, et vous qui accompagnez ces entreprises, vous êtes, j'irais, au cœur de cela. Il y a une reprise aussi de l'activité du travail temporaire. Est-ce que c'est un peu pour les entreprises aujourd'hui un peu un moment de transition? On se dit, je vais faire du temporaire avant d'engager peut-être plus. C'est ça, toujours? Il y a peut-être un recours, effectivement, au travail temporaire dans cette logique-là, mais il y a aussi un besoin de flexibilité de par la difficulté de prévoir l'avenir. On sort d'un monde assez chaotique. Aujourd'hui, le chaos est encore un peu présent, ça se structure un peu plus. On commence à envisager le futur avec plus de sérénité, mais les agences d'intérim et de travail temporaire restent des partenaires privilégiés pour les entreprises. Donc, oui, l'intérim reste une corde assez intéressante. Les secteurs, pour y voir un peu clair, des secteurs les plus plébiscités dans le travail temporaire, c'est quoi? C'est le BTP, c'est des secteurs dans la restauration, c'est des secteurs où il y a une saisonnalité, où il y a des flux, c'est ça les secteurs? Alors, on va avoir la logistique, le transport qui aujourd'hui sont des secteurs incontournables dans le cadre de la reprise. On a vu l'essor vraiment des majors du e-commerce ces derniers mois. L'intérim et le travail temporaire va vraiment accompagner ces acteurs-là pour dynamiser la reprise. On va avoir le BTP, bien entendu. On a une dimension de médical également, puisqu'il y a beaucoup de demandes sur le médical. La restauration, qui est encore plus d'actualité ces derniers jours. Qu'est-ce que, en digest, qu'est-ce que vous en tirez de cette étude? Parce que vous avez voulu sonder les cœurs, avoir une photographie. Qu'est-ce qui a changé depuis cette crise Covid? Ce qui a changé, c'est qu'on a des candidats qui aujourd'hui sont en recherche, vraiment tous les candidats sont en recherche, ils cherchent un emploi et tout l'enjeu c'est de vraiment créer la rencontre entre les entreprises qui ont de nombreuses offres à pourvoir et ces candidats qui recherchent activement des emplois. Je le disais, il y a un monde légèrement chaotique, on a beaucoup d'offres d'emploi, beaucoup de candidats, le but du jeu c'est de créer la rencontre. Donc ce qui change, je pense, c'est les moyens de se rencontrer en tant que candidat et entreprise et l'usage des réseaux sociaux, en tout cas la croissance de l'usage, je pense, marque tout cela. Vous faites référence à ce chiffre, 97% de l'échantillon que vous avez sondé est en recherche d'un nouvel emploi. Ouais. Enfin, ça veut dire quand même que ceux qui sont en emploi, puisque 29% de l'échantillon sont en poste, près de 30%, en fait, c'est des gens qui veulent bouger. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas contents du job, parce qu'ils sentent qu'il y a des opportunités, parce que... C'est quoi les motifs qui fait que tout le monde se met en mouvement à cette rentrée? Alors, je pense qu'on pourra refaire une autre étude pour pouvoir vraiment creuser le sujet. Plus affiné encore. Ça peut être assez intéressant, mais il y a vraiment la nécessité d'aller trouver de la sécurité, d'aller chercher des perspectives. Et je pense que les individus qui veulent changer d'emploi aujourd'hui veulent se tourner vers des choses qui leur plaisent peut-être plus, vers des choses qui les sécurisent aussi pour l'avenir. Ça peut être une raison, mais je reviendrai peut-être pour vous le confirmer avec une seconde étude. Comment réagissent vos clients à cette étude? Parce que j'imagine que eux, c'est un tableau de bord. Vous les aiguillez, vous les accompagnez, vous leur dites attention, c'est en train d'évoluer. Ceux qui viennent pousser l'agence, ils ne poussent pas l'agence par un mail, ils poussent l'agence par les réseaux, ils vous contournent, ils passent en direct. Enfin, comment ça se passe? Alors, la façon dont ça se passe, c'est qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience de la part de l'ensemble des acteurs qui n'est pas nouvelle. Aujourd'hui, elle est en train de s'accélérer, mais cette prise de conscience a eu lieu il y a quelques années maintenant. Nous accompagnons nos clients depuis maintenant plusieurs années, et en l'occurrence, s'il y a une nouveauté, c'est qu'on en prend nettement plus conscience, mais en tout cas, les usages avaient déjà été bien sentis, bien repérés, et aujourd'hui, cette étude vient les confirmer. Ce qui
vient faciliter finalement la mise en place de stratégies de sourcing de candidats pour ces acteurs-là. Et du sourcing sur un échantillon très large, c'est-à-dire que la plupart des candidats, presque 100%, 87%, sont en mouvement. Donc ça veut dire qu'ils cherchent, ils poussent des portes, ils envoient des CV, ils veulent se mettre en mouvement. Dernier élément, le critère important, c'est le salaire et la distance, on est d'accord, hein? Le salaire, la distance et la durée de la mission, qui est le plus important. C'est quoi la durée aujourd'hui qui leur semble la plus intéressante? 10 mois, 15 mois? Alors, on va avoir une durée moyenne de mission qui va de 1-2 semaines jusqu'à 2 mois. C'est la durée moyenne. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a un pivot du contrat de l'intérim vers le CDI, vers le CDD, qui sont en général sur des plus longues périodes pour les CDD. Donc vous dites que ça peut être aussi une porte d'entrée, les postes en intérim ou en travail temporaire, pour repérer un collaborateur et ensuite lui dire si tu voulais venir en CDI. Tout à fait. Et d'un autre côté, vous avez pour le candidat la possibilité d'explorer différentes industries, différents métiers. On le voit. On goûte. Exactement. On a un gros transfert des populations de la restauration vers d'autres secteurs et l'intérim permet de faciliter ce transfert. Et de là, les candidats essaient, voient, sondent et finalement, peut-être vont s'inscrire dans la durée sur un nouveau métier, dans une nouvelle industrie. L'intérim ou le temporaire, ça peut être une passerelle pour changer de secteur, pour aller migrer vers des secteurs qui sont peut-être aujourd'hui plus intéressants sur le plan des offres d'emploi et du salaire aussi. Je pense au métier de la tech en particulier. Par exemple. Parce que évidemment, ce secteur recrute beaucoup. Benjamin Cauchois, merci d'être venu sur ce plateau. Merci Cette beaucoup. étude à découvrir sur votre site Work4, qui accompagne, vous l'aurez compris, qui n'est pas une agence d'intérim, mais qui accompagne évidemment tous vos clients, qui, eux, sont des agences d'intérim. C'est un vrai plaisir de vous accueillir avec cette étude très volumineuse sous le bras. Merci à vous. Merci. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné pour réaliser cette émission un peu particulière, puisqu'on a fait un 100%, pas télétravail, mais un 100% visio. Et on a pris plaisir, évidemment, à écouter nos intervenants. Merci à notre réalisateur Romain Luc. Merci à Amanda, Romain Luc, pour la réalisation. Amanda pour le son. Merci à Fanny Griesmer, merci à Margot Ruot. Voilà, on est au complet. Je vous retrouve demain, évidemment, pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien, puis restez fidèles à tous nos programmes. Bye bye.